Ce que je comprends fondamentalement de l'espace-temps, hauteur, largeur, longueur, plus une dimension de temps, c'est qu'il représente la structure fondamentale de la réalité physique, celle que nous vivons et percevons directement. On peut l'imaginer comme une toile ou une structure qui relie les événements entre eux et agit comme un cadre où les phénomènes se déroulent dans une chronologie de manière linéaire, un peu comme une chaîne reliant un point A à un point B. En résumé, on peut le considérer comme un monde des événements, le terrain sur lequel tous les processus physiques se manifestent. C'est ici, dans cette couche du réel, que les mouvements, les interactions physiques et les relations de cause à effet prennent forme telle une trame qui compose la réalité, où tout se joue et où se constitue notre expérience du monde. Les événements, dans cet espace-temps, construisent le cosmos en intégrant des forces fondamentales qui organisent l'univers physique et structurent la vie jusqu'à notre propre planète où elle prend forme et se complexifie. Dans cette approche, l'espace-temps est le terrain où tout ce qui compose l'univers, du plus petit au plus grand, se déploie. Donc maintenant, renversons la chose vers le temps-espace. Bon, c'est vrai qu'on dirait comme ça une manière foireuse d'inverser deux mots, mais pour moi, ça correspondrait à basculer symboliquement dans cet espace de sensation, ce monde qualéique, on va dire, cet éther. En gros, on bascule dans une version informationnelle, où tout est partout et nulle part à la fois, où tout se passe en même temps, dans une sorte de simultanéité sans ordre précis. Mais ce n'est pas encore ce qu'on appelle le monde quantique. Il n'y a pas de superposition ni de probabilité à proprement parler, dans le sens où ce monde n'est pas physique. On a vu, au tout début, que le monde de la présence était un vécu sans espace, qui n'est pas localisable, pas mesurable, comme une émotion ou une impression peuvent l'être pour nous. Par contre, il est corrélé à l'espace-temps de manière analogique. Une émotion ou une impression est vécue par rapport à quelque chose de spatial, notre corps par exemple. On imagine alors que cette présence finit par faire descendre ces sensations, les agréger et les densifier en les chargeant de bruit, cette fuite d'informations du début, qui crée une sorte de mémoire de forme. Et ensuite, tout ça se condense pour créer un monde symbolique. Il y a ce qu'on nomme communément un éther qui apparaît, et qui peut devenir très subliminal, le fameux astral, mais j'en parlerai plus tard. L'idée à retenir est que l'éther est un espace avec différentes couches dans lequel l'information se sédimente. Le cosmos essaie de créer un langage, une sorte de sémantique, via des mouvements très volatiles dans cet espace éthérique, comme un artiste qui mélangerait de l'encre dans un fluide. Et tout ça va aller s'organiser de façon concrète dans un espace-temps en 3 dimensions. L'image que j'utilise pour expliquer la façon dont un monde symbolique devient tangible, c'est celle de l'imprimante 3D. Ici, l'espace-temps fonctionnerait tel une gigantesque imprimante, non pas comme un objet unique, mais comme un continuum d'événements qui fabrique le monde sensible habillant nos sensations. Et ce qu'on nomme le vide quantique pourrait être, selon ce que j'en perçois, l'antichambre avant que le concept ne se cristallise dans le monde physique. Un espace de fluctuation, un océan d'énergie rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent sans cesse, où des idées métaphysiques et abstraites commencent à émerger. Mais ces abstractions ne se matérialisent pas directement. Elles prennent du temps et passent par des événements physiques pour se structurer progressivement. C'est cette série d'événements, ces étapes de transformation, qui façonnent la réalité telle que nous la connaissons. Le processus n'est pas instantané. L'idée de l'imprimante 3D s'applique ici dans le sens où, au fur et à mesure que nous habitons l'espace-temps, nous vivons dans un processus continu de création. L'espace-temps devient un moulin qui transforme tout doucement et convertit les sensations en forme physique. Les idées passent par des scénarios divers qui, à chaque instant, réimpriment ces concepts dans notre réalité tangible. Et en étant influencées par le monde sensible, les sensations changent de nature, elles évoluent. Au début, dans la version intérieure du cosmos, tout est confondu, très synesthésique, et essaie de se séparer de manière distincte, spécifique, intelligible. Il y aurait des ultrasons et des couleurs intérieures, des formes abstraites qui traduisent des idées brutes, et tout cela basculerait et se fabriquerait, serait reconstruit dans le monde linéaire et spatio-temporel des événements. Et alors, ces sensations du départ renverraient une forme moins chimérique, moins confondue et de plus en plus précise. Prenons l'exemple d'un dragon pour illustrer ce processus. Qu'est-ce qu'un dragon ? Qu'est-ce qu'il serait en incubation dans ce monde éthérique ?
Peut-être que ce serait cette présence, dans cet espace de sensation, qui jouerait avec son environnement. Elle accumulerait de l'information à un endroit, en relâcherait, capterait de la lumière, la diluerait pour amener des contrastes plus nets avec l'ombre, la diffracterait en un nuage de couleurs chaudes et terreuses, composerait avec les nuances pour augmenter leur intensité. Elle ferait une expérience avec la vitesse, en se chargeant et en se déchargeant rapidement ou lentement, jouant avec chaque fluctuation, se condenserait, créerait une agrégation massive presque brûlante et organique d'elle-même. Ce ne serait pas encore à proprement parler un dragon, mais ce serait déjà une entité faite de lumière, d'ombre, de chaleur et de mouvement, un début d'idée de quelque chose qui danserait entre le feu et le chaos, prête à s'accoucher dans un monde plus dense, à sortir de cette version intérieure du cosmos pour prendre corps dans un monde extérieur. Il descendrait alors dans la dimension, dans cet aspect spatio-temporel, et se servirait d'événements successifs jusqu'au monde de l'homme, en apparaissant petit à petit dans son folklore via ses qualia. Un peu comme si la présence poussait son concept dans un tiroir quantique pour qu'il se reconstitue sur une ligne de temps. Le quantique serait ce qui permettrait au cosmos de compresser l'éther dans la matière et de rendre un concept réel, de le faire exister dans le sensible. On peut alors imaginer comment des hommes dans la nature, qui perçoivent la pareidolie d'une chaîne de montagnes à la forme imposante et qui évoqueraient une créature fantastique, ressentiraient une impression étrange qu'ils voudraient nommer. Et croisant cette expérience significative avec la rencontre de bêtes sauvages, comme des reptiles ou des oiseaux de proie, ou encore la confrontation avec des phénomènes naturels violents, comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique, la pensée du dragon se façonnerait progressivement dans leur monde intérieur. Ils pourraient éprouver des sensations particulières liées à un lieu, comme s'il était gardé par quelque chose de gigantesque, et ce dernier deviendrait sacré et redouté. Il y aurait une idée qui s'infuserait dans les rêves de ces hommes. Elle pousserait en eux une envie, un besoin de nommer la chose, d'en saisir les contours pour pouvoir la rendre plus cohérente, moins absolue, la plier dans le langage, la modéliser, en faire un concept plus palpable. Il y aurait alors des premiers dessins dans des matériaux primaires, d'abord flous et imprécis, s'inspirant de lézards, de serpents, puis de plus en plus raffinés, complexes et sortant du cadre du tangible. Des histoires racontées au coin du feu, des récits d'aventures et d'événements marquants qui mettraient leurs auditeurs dans un certain état émotionnel. En stimulant l'imaginaire collectif, les images mentales associées aux créatures évoquées s'imprimeraient davantage dans l'esprit des communautés et se transmettraient de génération en génération à travers les traditions orales. Tout cela créerait progressivement un espace symbolique dans lequel le dragon se mettrait au monde. Il prendrait peu à peu corps en convertissant les émotions intenses en énergie pour pouvoir se structurer dans un espace fini. Via un enchevêtrement d'analogies et de correspondances, il deviendrait une réponse symbolique à des émotions intenses et à des expériences perturbantes, amenant lui-même un langage pour se traduire au travers de mythes. Il se manifesterait dans les différents folklores telle une figure archétypale, prenant consistance dans la pierre au travers des sculptures sur les façades des temples et se figeant dans une forme serpentine, il acquérait une sorte de poids et une lourdeur de la dimension. Il tordrait imaginairement l'espace en apparaissant dedans via l'art, évoquant tantôt quelque chose de sinueux et d'aérien, ou alors de massif, terrestre et imposant selon les cultures dans lesquelles il est représenté. Arborant des couleurs flamboyantes au Nouvel An chinois, quand il est articulé par des danseurs dans des parades, l'entité s'animerait et ondulerait réellement derrière son mécanisme, renvoyant indirectement, via le mouvement, de l'information sur elle-même. S'habillant d'une nouvelle intensité, d'une texture qui le rend concret, le dragon amènerait même une odeur, un coualé qui évoquerait l'arôme métallique et soufré de la poudre brûlée des pétards, les effluves alléchantes de la nourriture de rue, les notes épicées de bâtonnets d'encens qu'on a mis à brûler en offrande. Tandis que dans la culture occidentale, il prendrait une odeur terreuse et minérale de pierres humides et de mousse, la senteur âpre du métal oxydé, de cendres de cheminée, le parfum réconfortant d'un grenier poussiéreux, de vieux cuir et d'encre sur du papier jauni par le temps. Et l'on pourrait presque entendre intérieurement son rugissement, un son profond et guttural, et comme une honte qui se cogne contre les parois d'une caverne.
Il se changerait en un antagoniste pour les chevaliers et les saints dans les récits épiques médiévaux, étant mille et une fois représenté dans des peintures, sur des blasons, des enluminures, comme s'il inscrivait sa propre signature, son sceau à travers tous les médiums possibles, et deviendrait le symbole alchimique de la matière à l'état brut, une force chaotique indomptable de la nature qui doit être transmutée et purifiée. S'infusant dans la psyché, il demeurait un aspect à part entière de l'inconscient collectif, tantôt génie protecteur, tantôt gardien monstrueux à combattre pour accéder à un trésor. Apparaissant dans les songes, les constructions spirituelles et religieuses, il prendrait vie dans cet espace symbolique jusqu'à notre époque, dans des films qui le mettent à l'honneur. Ou bien pixelisé, numérisé dans des jeux vidéo, derrière des écrans, dans une vision plus carrée, moins irrationnelle et plus acceptable, froide ou encore synthétique via les peluches qui sont vendues dans les centres commerciaux, passant d'une dimension organique, plus sauvage et imprévisible, à une version plus holographique et aseptisée. Et il y a ce que j'appelle un toboggan du temps qui se crée entre le monde de la présence et nous. Quelque chose qui provient du futur se sert du passé pour arriver dans notre présent. Le passé, ce sont tous les événements successifs qui permettent de faire apparaître le dragon tel que nous le connaissons. Le présent, c'est le dragon tel que nous le connaissons actuellement, et la façon dont on continue de le métamorphoser via la fiction. Et le futur, ce serait le dragon en tant qu'idée complète, qui répond à la sensation du début. Donc, personnellement, je suis arrivée à la conclusion qu'on ne savait pas complètement, métaphysiquement parlant, ce qu'était un dragon, pour prendre juste cet exemple en particulier. On en a une idée générale par rapport à notre culture et à ce qu'il représente pour nous, par rapport à ce avec quoi il nous met en résonance, ce qu'il induit en nous, ce à quoi nous l'associons symboliquement, mais ça reste une sensation intérieure qui se projette dans notre psyché sous forme d'images miniaturisées, comme si une énorme quantité d'informations était perçue à travers une lentille et que ça nous renvoyait cette même information de façon très diffractée, fragmentée. Et là, c'est intéressant parce que je vais plus ou moins rejoindre Platon et son monde des idées. Il envisageait un espace immatériel dans lequel on trouve, selon lui, les formes idéales, parfaites et intemporelles de tout ce qui existe. Tel que je le définirais, de mon point de vue, le monde des idées serait plutôt un monde de sensations à sa conclusion, lorsque, quelque part, Dieu se récupère au travers de tout ce qu'il a été, tout ce qui s'est manifesté et qui s'est vécu à partir de lui. Ainsi, il peut accéder à lui-même de manière complète et, saturé de toute cette information sur lui-même, il pourrait alors se dissoudre. Il passerait donc son temps à se générer dans de la sensation, façonnant des idées très informelles qu'il descendrait progressivement dans des mondes sensibles pour les densifier et dégager une information spécifique, puis la réabsorber. Et là, il arriverait à une idée parfaite de lui-même, au sens platonicien ou ce que j'ai nommé ailleurs un parfum métaphysique. Donc plutôt l'aspect futur, si on peut dire, d'une idée, ou en tout cas ce qu'elle est à sa conclusion. C'est toujours délicat de parler de chronologie dans le sens où c'est une manière symbolique de désigner une information qui passe d'une couche de la réalité à une autre. Et c'est une facette de l'existence qui nous échappera toujours en tant qu'humains parce qu'on est dans les événements qui permettent à ce monde des idées de se structurer. Donc le dragon pourrait devenir un concept totalement différent dans le temps par rapport à ce qu'on en connaît actuellement. Par contre, on peut présumer que c'est l'idée de quelque chose d'imposant, qui ne serait pas forcément en 3 dimensions, mais plutôt étalé sur un vaste espace imaginaire, et qui nous parviendrait depuis un espace multidimensionnel, ou en tout cas un espace de sensations très très intense, qui se plie dans tous les sens et qui petit à petit se comprime et se charge pour entrer dans l'espace-temps qu'on connaît. Et là, le dragon apparaîtrait dans la linéarité, dans les événements, en prenant un temps chronologique et une place spécifique dans un espace au sein duquel nous captons la sensation des choses. Ce qui veut dire qu'il est fort probable qu'un dragon se serve de nous pour apparaître. En tout cas, il y aurait dans les tiroirs du cosmos des objets métaphysiques qui cherchent à apparaître, et parmi eux, il y a peut-être un dragon. Probablement une idée déclinée sur plein d'espace-temps et de linéarité infinie, dont la nôtre d'ailleurs. Notre perception de la réalité en 3 dimensions est assez limitée par nos sens et par la configuration de notre biologie. Et notre cerveau est tout le temps en train d'interpréter les expériences vécues selon des constructions mentales qui lui permettent d'avoir accès à un monde intelligible, de pouvoir l'exprimer avec clarté et de le gérer sans péter un câble, donc maintenir l'intellect stable. Quand on parle de voir un dragon, on en parle toujours comme quelque chose qui serait dans notre dimension
et qui apparaîtrait exactement dans notre dimension telle qu'elle. Sauf qu'en fait, on devrait plutôt le considérer comme une entité très complexe en termes d'information qui interagit avec nous depuis un espace symbolique qui, lui, serait beaucoup moins compressé, avec énormément de dimensions. Alors, pas des dimensions supplémentaires qui sont en fait, selon ce que j'en ai compris, des dimensions physiques très repliées sur elles-mêmes et qu'on ne perçoit pas, mais qui influencent notre réalité de manière tangible. Mais plutôt des dimensions de temps-espace qui seraient imaginaires pour nous et très difficiles à conceptualiser. C'est pour cette raison que ce qui nous parviendrait de cette entité serait juste quelques éléments particuliers qui laisseraient une trace dans notre monde physique, une courbure de l'espace-temps à laquelle nous renvoyons des qualités subjectives que nous associons à un moment vécu. Ces qualia, qui seraient ressentis par l'humain lambda, par la chamane du coin, pourraient être associés à un dragon régissant un espace et qui serait étalé sur des dimensions imaginaires en analogie avec le lieu et tout ce qu'il amène en termes d'idées de la particule à l'objet. Et nous n'en percevrions qu'une trace, une empreinte dans notre environnement, parce que le dragon n'est pas assez écrasé, compacté et densifié pour nous apparaître tel quel. C'est l'idée qu'on est limité par nos sens quant à ce qui se cache réellement derrière ce qui veut s'imprimer dans l'espace-temps, et à quel point cette forme est dense, étalée dans un espace métaphysique d'une façon qui est quasi inconcevable pour nous. Pour piger ce que ça veut dire, il faudrait développer énormément notre langage afin d'avoir accès à des idées plus vastes que celles que nous connaissons. La parole serait le bain révélateur qui fait apparaître les images mentales que nous photographions depuis notre psyché et qu'ensuite, en les vibrant dans des mots, en les mettant en son, nous cristallisons dans un monde matériel. Le langage est par conséquent essentiel, car il nous permet de déverrouiller notre intellect en transformant notre vision du réel pour le reconfigurer. Dans la parole, on transforme la structure mentale, elle se réagence, et elle nous permet d'aborder la réalité d'une manière totalement différente, d'accéder à quelque chose d'autre, de pousser de l'information d'une strate de la réalité à une autre. Donc, cognitivement, on fonctionne différemment. On perçoit un peu mieux cet aspect multidimensionnel. On peut faire arriver le dragon jusqu'à nous en quelque sorte. Il est moins vertigineusement étendu partout et nulle part. Du coup, il commence à prendre une forme et à apparaître dans notre monde. Il prend des contours, des limites et des repères qu'on peut palper avec la pensée comme un organe de perception. Pour créer un dragon, il faut l'exprimer, le verbaliser. Mais pas juste pour nourrir des idées superstitieuses, anciennes, déformées et bruyantes à son sujet, ou encore pour le détruire de manière froide et objective. Tous ces a priori amènent de l'interférence et du parasitisme, qui bloquent notre verbe et notre voie d'accès à nos mondes intérieurs en créant des tabous et de la mémoire, ce qui nous empêche de faire des ponts cohérents entre le rationnel et l'irrationnel. Il faut plutôt l'exprimer d'une façon qui soit dynamisante, créative et intelligible pour soi-même, afin de remodeler les idées préconçues que nous en avons, de tout ce qui n'est pas utile dans l'appréciation que nous en faisons, en revenant à nos sensations brutes et physiques et en les traduisant avec singularité. Mettre au point une maïeutique qui permette de l'accoucher et de l'imprimer sur une ligne de temps spécifique à travers des événements. Et ensuite, faire vibrer le dragon dans nos mots, ou via un art pour qu'il puisse exploser nos cadres conceptuels. Bien entendu, le dragon n'est qu'un exemple pour parler de la façon dont une idée abstraite, un concept sur un plan métaphysique, peut progressivement se rendre réel de manière plus concrète. La pensée et la parole deviennent alors des outils pour toucher ce qui est intangible et multidimensionnel et l'amener progressivement dans une version à laquelle on a directement accès de façon plus précise, et ainsi faire pénétrer le temps-espace dans l'espace-temps.